BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous. À une semaine du réveillon de Noël, la frénésie des cadeaux a déjà commencé. Les Kidules, ce nouveau relais de croissance des enseignes du jouet, qui sont-ils? Qu'achètent-ils? On fera le point avec notre expert d'Altavia. Et comment faire évoluer le marché du jouet en une filière plus durable? Où en est-on au niveau de l'éco-conception des jouets? On fera réagir notre expert et notre invité à ce sujet. Cette semaine, notre invité, c'est Jacques Bodos. Il est président de Jouet Club. Vous retrouverez également le journal du retail. Et puis en deuxième partie, vous découvrirez notre start-up de la semaine. Cette semaine, c'est Reverse.io, ou comment optimiser la logistique du retour. Vous êtes sur BFM Business. Soyez les bienvenus. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Jacques Bodos. Bonjour, vous êtes président de la coopérative Jouet Club. À mes côtés également Nicolas Gentil. Bonjour. Notre expert de cette semaine. Vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. Alors cette semaine, Jacques Bodos, certaines enseignes de la grande distribution ont annoncé renoncer définitivement au prospectus papier. C'est vrai que c'est une décision plutôt contradictoire dans une période d'inflation où les consommateurs sont plus que jamais sensibles à la promotion. Vous, chez Jouet Club, vous avez annoncé votre catalogue dès le 1er décembre à 3 millions d'exemplaires. Est-ce que vous pourriez envisager de vous en passer un jour? Alors on a deux catalogues. Celui pour les enfants, celui qui sort au 1er octobre, et celui qui sort au 1er décembre, qui est pour les plus grands, les kidultes. Donc en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants, ils ont besoin d'un catalogue pour faire leur choix. Entourer, découper, donner leur liste à leurs grands-parents. Aujourd'hui, le digital ne remplacera pas ce catalogue. Et on s'aperçoit que même dans les études qui sont faites aujourd'hui, avec notamment les dispositifs WePub, qui vont encourager les gens à dire leur intention d'avoir des catalogues, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même les pouvoirs publics qui échangent avec nous, avec les distributeurs, s'aperçoivent qu'ils n'ont pas pensé au catalogue de Noël et qu'effectivement ça aurait un impact sur ce catalogue-là, parce que pour les enfants, effectivement, c'est pas un prospectus comme les autres, c'est un catalogue. Voilà. Donc WePub, on le rappelle pour ceux qui nous écoutent, donc c'est les zones où les consommateurs acceptent les catalogues publicitaires. Vous proposez tout de même un catalogue digital augmenté. Toujours, parce que en fait, même si on a ce catalogue-là, on a envie d'aller vers le digital. Le digital, c'est un moyen de pouvoir de communiquer ce qu'on fait dans nos magasins, dans les catalogues, ou ce qu'on peut proposer aux consommateurs et aux enfants. Donc on l'a aussi en digital. Mais l'enfant va plutôt le consulter en forme physique. Donc c'est pour ça que le catalogue, chez Jouet Club, pour l'instant, on a décidé de le conserver. Et ce format papier, vous allez le recycler donc pour Carnaval, c'est ça? Exactement. En fait, comme on a effectivement une vocation à réduire les déchets chez Jouet Club. Donc on va prendre ce catalogue et à partir du 26 décembre, dans les magasins, il y aura ce qu'on appelle un catamiam. Bon, c'est un petit mot qu'on a trouvé. Et en fait, ce sera la possibilité de recycler le catalogue. Donc ce catalogue sera recyclé et on offrira aux consommateurs au mois de février pour Carnaval un masque fait avec ce recyclage du catalogue. Alors le bilan carbone des fêtes de fin d'année, c'est 215 kg de CO2 par ménage, soit l'équivalent d'un vol aller-retour Paris-Londres, 100 000 tonnes de jouets jetés en France chaque année. Comment on fait pour favoriser le réemploi de ces objets? Alors, effectivement, ces chiffres, on les a bien en tête puisqu'on y réfléchit depuis plusieurs années et on a mis en place donc 3 combats chez nous qui sont des combats à la fois sur la relocalisation, donc faire venir des produits de façon soit d'Europe, soit de France, des produits qui soient plus près, donc pour réduire l'impact carbone. Combien de produits vous importez aujourd'hui? Quel est le pourcentage? Aujourd'hui, on a 20% qui est fabriqué en France et on est autour de 30%, 35% avec l'Europe. Donc on veut aller jusqu'à 50%. Donc l'idée, c'est d'aller à 50% à horizon 2026, 2025-2026, pour pouvoir donc avoir 50% de jouets qui sont fabriqués en Europe et en France. C'est un gros challenge, mais on va le réaliser. Et ensuite, le deuxième combat, c'est, je dirais, l'inclusion, c'est-à-dire l'inclusion au niveau de toutes les formes d'enfants qui peuvent avoir, qui ont donc des handicaps ou des problématiques différentes. On les inclut dans notre catalogue. Ils sont d'ailleurs dans le catalogue, mais ils sont également inclus dans les magasins où on va avoir des vendeurs qui soient spécialisés pour les handicaps. Donc ça, c'est un projet pour 2023. Et puis le troisième combat, c'est réduire les déchets. Et réduire les déchets, c'est recycler le catalogue, mais c'est aussi proposer une offre de seconde main, de vente d'occasion, qui a commencé en 2022
avec un test sur 31 magasins et 10% de notre parc, et qui sera étendu à tout le parc en 2023. C'est ça, ça s'appelle Troc aux jouets, c'est ça? Exactement, Troc aux jouets. C'est une initiative que vous avez lancée en début d'année, que vous allez renouveler, ce sera permanent? C'est ça. Au départ, c'était un test sur un événement, et puis ça a été testé avec 31 magasins. C'est issu de notre génération à venir. C'est une coopérative. Une coopérative, ce sont des adhérents, donc des gens qui sont propriétaires d'un magasin et qui détiennent la coopérative, la centrale. Et parmi ces coopératives, on a une trentaine de personnes qui sont entre 30 et 40, ce qu'on appelle Génération à venir. SCE, c'est un laboratoire d'idées. SCE qui ont décidé donc de lancer, il y a plusieurs choses qui sont lancées, plusieurs projets. Et ça, c'est un projet prioritaire donc, qui a été lancé en 2022 et qui sera donc soutenu par eux auprès des autres adhérents pour 2023 pour que tout le monde le fasse de façon permanente. Donc ce concept sera disponible dans tous les magasins à l'échelle nationale. Exactement, oui. Donc la coopérative de magasins Jouet Club compte aujourd'hui 290 points de vente en France. À une semaine de Noël, quel est le bilan du trafic actuellement en magasin? Eh bien écoutez, on est content de cette saison. C'est vrai qu'elle a été un peu plus longue à démarrer puisque cette année, il faut savoir que Noël est le 24 décembre. Donc le 24 décembre, ce qui veut dire que les gens ont encore le temps. Ils n'ont pas forcément fait leur cadeau de Noël encore. Et il ne faut pas avoir de culpabilité. Ça tombe un dimanche aussi. Ça tombe un dimanche. Donc le samedi, le 24 décembre, qui est le dernier jour de vente des jouets et des achats pour les parents, se situe donc le samedi. Donc, ce qui veut dire qu'on pense qu'on a encore le temps. Et discuté tout à l'heure en arrivant ici avec une de vos collaboratrices qui me disait j'ai pas fait mes cadeaux de Noël. Je dis vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. Vous faites partie des consommateurs qui attendent encore et qui prendront encore les 10 derniers jours qui restent pour faire leur cadeau. Donc on est assez satisfait de cette saison puisque effectivement on pense qu'on va faire une saison stable par rapport à celle de 2021 qui était une bonne saison. C'est équivalent à celui de l'année dernière, l'équivalent, le niveau moyen de dépenses Alors le panier moyen ne bouge pas. Il est quasiment stable. Il y a 2 ou 3% de plus. C'est assez symptomatique. Et je pense qu'on aura à peu près le même chiffre que l'année dernière, peut-être 1 ou 2% de plus aussi. Voilà un peu les chiffres des bons débuts de saison, on va dire, pour ce Noël. Et alors, petite question, juste avant la date fatidique du 25, est-ce que vous avez rencontré le cauchemar des parents, des problèmes d'approvisionnement ? Alors cette année non, effectivement l'année dernière on a eu effectivement ce souci ou cette problématique qui était réelle. Cette année non, tout le monde s'est pris de bonne heure, donc on a prévu nos approvisionnements plus tôt de manière à satisfaire tous les parents et surtout tous les enfants puisque c'est l'objectif final, c'est les enfants, ce sont les enfants. Alors cette année, le Père Noël va devoir se serrer la ceinture, si je puis dire. Les prix de certains jouets flambés, c'est notamment la conséquence de l'importation des produits. Quelle est l'évolution des tarifs chez Jouet Club ? Alors chez nous, en fait, on a réussi à contenir cette évolution à 3,6% pour les produits qui ont été reconduits. Donc c'était un choix. C'est vrai qu'en moyenne, les jouets ont augmenté de 6%. Chez vous, c'est moins. 3,6, voilà, exactement. Donc c'était un choix stratégique de manière à pouvoir continuer à faire plaisir aux enfants, aux parents. On a effectivement le fait d'être une coopérative, on connaît très bien nos clients puisque on est vraiment ancré au local, en proximité. On connaît très bien nos clients et on se devait d'avoir cette position. Vous avez dû être frappé de plein fouet par les problèmes de l'énergie, que ce soit vous, vos fournisseurs, et ça, vous avez réussi à le juguler dans ces 3,6%. Pour l'instant, le problème de l'énergie, c'est un autre sujet, ce sera l'année prochaine, mais on est en train de travailler parce qu'on veut que vraiment conserver, offrir aux enfants pour le même budget, je dirais, des jouets équivalents. Alors c'est vrai que le problème d'énergie, c'est un vrai sujet qui arrive pour 2023, on est en train d'y travailler, mais on va trouver des solutions parce je reste optimiste sur ça. Et ce qu'on a mis en place, et ce qui est important, c'est que les jouets de Noël, vous savez, on a un catalogue qui sort le 1er octobre. Et les prix sont valables jusqu'au 7 décembre, c'est marqué à l'intérieur du catalogue, sauf qu'en réalité, Jouet Club, on conserve les prix jusqu'au 24 décembre. Parce qu'il faut savoir que dans le marché, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans le marché. Nos concurrents n'ont pas cette politique. Nous, on a une politique de conserver les prix jusqu'au 24 décembre. Si vous avez un produit dans le catalogue, il sera au même prix jusqu'à Noël. Puisque à Noël, c'est là que les prix sont les plus attractifs. Puisqu'en fait, on est là pour justement permettre à tout le monde d'être là et de faire son cadeau à ses enfants. Les prix ne changent pas. Donc les enfants, il y a les enfants, mais aussi les grands-enfants, donc ce qu'on appelle les kidultes, qui s'offrent aussi des jouets. C'est un marché à 1 milliard d'euros en forte croissance. Quels sont les objets qui fonctionnent le mieux? Qu'est-ce qu'ils achètent?
Alors, il y a des jeux de société, donc ça c'est le premier achat des Kidult, et puis après il y a les figurines, les figurines, les Lego, les constructions, enfin il y a plein de choses, des puzzles. Est-ce que vous avez des produits phares, des noms à nous donner? On a tout, par exemple toutes ces figurines qui s'appellent Ban Presto, c'est des figurines de collection. On va avoir donc toute la partie des constructions experts de chez Lego qui sont vraiment une grosse demande. Et puis après dans les jeux de société, il y en a tellement, je dirais, qui sont sur le marché et qui sont demandés que, bon, je ne vais pas vous donner un nom, il y en aura plusieurs. On pourrait dire par exemple Skyjo, qui est un nouveau jeu qui plaît beaucoup aux parents, donc aux adultes. Donc en fait voilà. Donc voilà ce sont plutôt quelques jeux. Des collectionneurs finalement, ces Lego. Pas forcément en fait, ce sont aussi des parents qui se font plaisir, qui retournent en enfance, qui ont connu qui ont eu certains jouets à l'époque de leur enfance et qui se font plaisir avec de se racheter ce jouet en décoration. On a aussi des jouets qui sont, des articles qui ne sont pas du jouet mais qui sont de la décoration, des lampes, des choses qu'on va pouvoir pour décorer son appartement, décorer sa chambre. Donc en fait, il y a des choses qui sont vraiment et qui font plaisir à tout le monde, même aux grands. Donc, Nicolas Gentil, un mot pour terminer peut-être? Je trouve ça intéressant de voir que la nostalgie est une question d'échelle. Parce que la nostalgie pour un trentenaire, finalement, c'est 10-15 ans en arrière, quand on imagine plutôt de la nostalgie. Des gens de ma génération, par exemple, on peut penser à Albator et encore, alors que maintenant, effectivement, le curseur est plus court. Donc, les produits qui bénéficient de cet effet assez fort qu'est la nostalgie, effectivement, ils sont assez nombreux. Et on voit bien que, notamment, l'univers manga marche très très fort et c'est assez amusant de le voir. Alors on a un Goldorak pour ceux qui sont de ma génération. On a un Goldorak dans le catalogue Kidult effectivement qu'on propose. Bon, on retient ça, le Goldorak. Merci beaucoup Jacques Baudos, donc président de la coopérative Jouet Club qui fête ses 70 ans cette année. Nicolas, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco. Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Que faire du pull moche ou de l'horrible mug que vous allez peut-être recevoir à Noël plutôt que de les garder dans votre placard? C'est vrai que les Français sont de plus en plus nombreux à revendre les cadeaux de Noël qui ne conviennent pas. C'est ce que révèle le baromètre annuel d'eBay avec Kantar. Oui, les fêtes de fin d'année sont un temps fort pour eBay. Chaque année, ce sont des millions de nouvelles annonces qui sont publiées entre Noël et le Nouvel An. Au total, c'est près de 50 millions de cadeaux qui se retrouvent sur le site et plus d'un Français sur 10 qui envisage de revendre ses cadeaux. Alors, c'est une tendance qui se confirme cette année puisque plus de 7 millions de Français seraient prêts à revendre leurs cadeaux. Selon la directrice générale d'eBay France, ce phénomène, c'est une manière de protéger le pouvoir d'achat des Français et de participer à une économie responsable en encourageant la circularité. Autre actualité retail de cette semaine, les prospectus papier après Monoprix. Leclerc et Cora décident d'abandonner totalement le prospectus papier, mais pas question d'y renoncer totalement pour d'autres enseignes. C'est le cas de Système U, encore d'Auchan. Le PDG de Système U, Dominique Schelcher, a d'ailleurs expliqué les raisons. Oui, Système U a annoncé ne pas supprimer, mais réduire de 30% au premier semestre 2023 ces prospectus papier. L'acteur très présent en zone rurale ne compte pas se séparer du papier, qui reste utile pour les consommateurs qui sont attentifs au prix en cette période d'inflation. 60% de ses clients restent attachés à la lecture du catalogue. Les alternatives digitales qui sont moins efficaces et moins puissantes que le papier, sans compter que le digital a tout de même une empreinte carbone importante. Pour les autres acteurs de la grande distribution, Cora, Leclerc ou encore Carrefour? Eh bien, Leclerc a annoncé cette semaine renoncer au catalogue papier dès le 1er septembre. Les 734 magasins de l'enseigne proposeront leur catalogue sur des supports numériques. Une décision motivée par des considérations environnementales, sachant qu'un catalogue sur 2 part à la poubelle, mais aussi économique. Le prix du papier a triplé en 2 ans. Et enfin, gouvernemental avec le dispositif WePub mis en place sur les boîtes aux lettres. Cora également ne produit plus de prospectus depuis 1 an, alors qu'il imprimait chaque année plus de 15 000 tonnes de papier. Carrefour, lui, compte réduire de 80% la distribution de catalogues papier d'ici à 2024. Et Auchan, lui, va miser sur le digital avec des QR codes qui permettront d'accéder aux prospectus en ligne. Et coup dur dans le secteur du quick commerce, Flink quitte l'Autriche.
Oui, Flink se sépare de l'Autriche, en effet, pour se concentrer sur ses 3 marchés principaux, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'entreprise allemande avait racheté Cajoo et se sépare de 2 de ses dirigeants, François Hautefort et bientôt Quentin Chaléard. Alors, Flink prépare actuellement une levée de fonds et doit prouver à ses investisseurs que la start-up peut devenir rentable. Et on passe à Amazon qui propose une nouvelle fonctionnalité shopping qui s'inspire de TikTok. Oui, et cette nouvelle expérience d'achat est disponible donc sur Amazon aux États-Unis. Ça s'appelle Inspire. Elle se présente sous la forme d'un flux continu de photos et de vidéos de produits que les clients peuvent acheter via l'application. Une sélection de produits adaptés à chaque utilisateur en fonction de leurs intérêts et qui pourront liker avant d'acheter. Alors ici, c'est une nouvelle rubrique qui sera directement intégrée à l'application mobile. L'objectif ici, c'est bien sûr de concurrencer les entreprises comme TikTok et Meta qui se sont lancées sur le social commerce avec des fonctionnalités similaires. Et dans la catégorie Travel Retail, la Fnac ouvre 3 boutiques à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Oui, il s'agit d'un espace de 62 mètres carrés et de 2 corners de 10 mètres carrés. Alors, ces 3 nouveaux magasins ont vu le jour grâce à un partenariat avec Lagardère Travel Retail. Ils proposent une offre plus resserrée autour des besoins des voyageurs, autour du son, de la téléphonie, des accessoires photos. Alors, ce sont des accessoires utiles comme par exemple quand vous partez à Londres et que vous avez oublié d'acheter un adaptateur par exemple. Alors, au total, la Fnac a 39 boutiques dans ce format situé en gare et dans les aéroports. Ces nouveaux points de vente, ils viennent renforcer le maillage Fnac dans les aéroports sous douane parisiens. Et l'enseigne compte à ce jour 234 magasins dans l'Hexagone, dont 142 franchises. Merci Eva Jacot. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au Focus avec notre expert Nicolas Gentil. Focus Retail, le Focus. Et on retrouve notre expert Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. Sur 160 000 tonnes de jouets vendus chaque année, 110 000 tonnes sont jetées en France. Chaque année, le secteur du jouet est face à un véritable défi écologique. Comment faire évoluer le marché en une filière plus durable, Nicolas ? Oui, c'est vrai que c'est un sujet, la durabilité du jouet, auquel on n'attachait pas forcément trop d'importance il y a encore quelques temps. Et maintenant, effectivement, notamment quand on entend les chiffres que vous venez de citer et qu'on rajoute par exemple celui de 90% des jouets qui proviennent de l'étranger, ça fait beaucoup de questions autour du recyclage, autour de l'utilisation des produits recyclés et évidemment sur la relocalisation qui ont été évoquées par notre invité tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui émergent de ci et de là. Est-ce que les acteurs du jouet jouent véritablement le jeu ? Oui, alors, et les distributeurs et bien sûr les fabricants. Il existe une filière jouet, une responsabilité élargie du producteur, qui dès janvier 2022 s'est engagé à valoriser, recycler les matières et développer le réemploi des jouets. Ça, le réemploi des jouets, encore une fois, ça a été cité tout à l'heure, c'est intéressant de se dire qu'il y a un objectif pour 2024 qui est de remettre sur le marché 33 000 tonnes de jouets sur les 100 000 que vous évoquiez tout à l'heure. Donc il y a plusieurs initiatives qui ont vu le jour dans la distribution. On a entendu celle de Jouet Club tout à l'heure, mais King Jouet également, qui avec King Occasion fait dans de grands entrepôts, déploie 30% de sa surface pour la vente de ces jouets d'occasion. Alors Nicolas, vous parlez du réemploi, mais il y a aussi le recyclage. Où est-ce qu'on en est ? Alors le recyclage a commencé, le précurseur peut-être c'est Lego dès 2018 avec sa brique verte à base de canne à sucre qui a un petit peu lancé, voilà. Et là en 2022 c'est intéressant, Mattel, gros acteur du jouet qui propose 3 modèles de poupées Barbie, donc 90% des matières plastiques utilisées proviennent de la récupération dans les océans, ce qui est un beau symbole. Et ils ont des objectifs bien supérieurs puisque pour 2030 l'idée serait d'avoir 100% des plastiques utilisés dans leurs jouets recyclés, recyclables ou à minima biosourcés. Et qu'est-ce que pensent les consommateurs de tout ça ? Alors c'est amusant parce qu'il y a encore un an, 52% d'entre eux pensaient que les jouets de ce type plairaient moins aux enfants. Là on le voit en 2022. Bon, peut-être que c'est aussi suite à l'inflation, mais 48% d'entre eux, donc presque 1 sur 2, sont prêts à acheter des jouets d'occasion pour leurs enfants. Voilà, donc presque un parent sur 2 prêt à acheter un jouet d'occasion. Merci beaucoup Nicolas Gentil. Je rappelle, vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. On passe tout de suite dans un instant à la start-up de la semaine. C'est une plateforme SaaS omnicanal. Focus Retail, le pitch.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Torres. Bonjour, vous êtes CEO de Reverse.io et à mes côtés, toujours, Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. Alors Vincent Torres, vous voulez faciliter la gestion du service après-vente avec un logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle. Expliquez-nous. Donc effectivement, on est une plateforme de gestion des services après-vente. Dans les services après-vente, il y a 3 typologies de services. La rétractation, lorsqu'un client a acheté un produit et qu'il souhaite retourner sa commande parce qu'elle ne lui convient pas. La deuxième chose, ce sont les réparations, les échanges de produits. On a 2 ans de garantie légale de conformité en Europe. Et lorsque ces produits tombent en panne, eh bien notre service sert à les réparer. Et troisièmement, c'est la gestion de la seconde vie, fortement alimentée par ces 2 premiers services. Et c'est-à-dire que vous automatisez l'intégralité du processus après-vente, y compris les réclamations, les rétractations. Exactement. Et notre conviction chez Reverse.io, et c'est notre vision fondatrice, c'est que lorsqu'un client souhaite retourner ou faire réparer un appareil, il veut que ce soit le plus simple et le plus rapide possible. Et dans ce sens, on ne peut plus aujourd'hui obliger un client de devoir se déplacer en magasin ou appeler un service client lorsqu'il a un problème. Et donc notre vision, c'est qu'on doit leur fournir des solutions d'auto-assistance en ligne. C'est vrai que les produits commandés en ligne retournés, c'est un vrai défi logistique pour les retailers. Exactement, un défi logistique et écologique, puisque les retours ont explosé ces 3 dernières années, et donc lié fortement au boom du e-commerce. Et le retour est un impact écologique. Et la question que se posent beaucoup les consommateurs, c'est que fait-on des retours? Sont-ils réutilisés? Sont-ils remis sur le marché? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire que aujourd'hui, lorsqu'un retour arrive, il a un peu 3 canaux. Le premier, c'est qu'il est neuf dans son emballage. Le distributeur va le remettre dans le stock de produits neufs. Le deuxième, c'est l'emballage est ouvert, donc on ouvre, comme vous le disiez, des corners de produits d'occasion à pouvoir l'envoyer dans ce stock-là. Et dans le troisième cas de figure, il manque une pièce ou le produit est en panne, on l'a remboursé au client. Aujourd'hui, les distributeurs vont avoir tendance à se débarrasser de ces produits-là avec des gens dont c'est la spécialité de faire des reprises de produits de seconde classe. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, et ce sur quoi on aide nos clients, c'est de pouvoir mieux réparer les produits au lieu de les jeter. Et typiquement, lorsqu'il manque une pièce détachée, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à travers notre plateforme, on permet un retour qui normalement allait être jeté ou déstocké, pouvoir l'éclater en plusieurs pièces détachées et ainsi pouvoir cannibaliser les produits entre eux pour mieux les revaloriser. Ce qui veut dire, Vincent Torres, que vous pouvez adapter ce logiciel à tout type de canaux de distribution, le e-commerce, les marketplaces, les retailers. Exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France. Donc on gère les flux omnicanaux, donc provenant du e-commerce, du magasin ou des marketplaces. Et l'idée, c'est que le client, peu importe où il est acheté, il puisse retrouver ses commandes et faire en ligne son processus ou se déplacer dans le magasin, même s'il a acheté en ligne ou via un vendeur tiers de marketplace. Et qui sont vos clients, justement? Pardon. Nos clients sont les plus grandes enseignes de la distribution en France, donc les grandes enseignes de l'alimentaire telles que Carrefour, Auchan, Leclerc, les enseignes plus spécialisées telles que Boulanger, Fnac Darty, La Redoute ou encore Maison du Monde. Nicolas Gentil, pardon. Oui, j'avais une question sur est-ce qu'on arrive à faire d'un problème un avantage et notamment est-ce que ça pouvait être un levier de fidélisation intéressant pour les enseignes que le bon traitement de ce SAV? Je pense qu'aujourd'hui, l'après-vente, c'est un élément clé de l'expérience client. Dans le commerce aujourd'hui, c'est plus le prix qui fait la décision d'achat en premier, c'est l'expérience qu'on a lorsqu'on achète en magasin, c'est l'expérience et la rapidité de livraison qu'on a quand on achète en e-commerce. Mais alors l'après-vente, pour moi, c'est l'élément clé de la fidélisation. On voit bien que lorsque un après-vente va mal se passer, le client n'aura pas envie de racheter auprès de la même enseigne. À l'inverse, une enseigne qui simplifie la procédure de retour, accélère le processus de remboursement ou répare vite le lave-linge qui attend à la maison, va mécaniquement fidéliser son client. Et générer un bouche à oreille positif vraisemblablement. Exactement, exactement. Quels sont vos prochains objectifs? J'ai vu que vous avez 325% de croissance sur les 2 dernières années. On a eu 2 années exceptionnelles qui ont été clairement portées par le boom du e-commerce pendant la crise sanitaire. Les enjeux aujourd'hui que nous avons chez Reverse.io, c'est, comme je disais, la seconde vie est devenue une vraie priorité stratégique pour nous. Donc tous les clients qu'on a aujourd'hui, on les aide à mieux valoriser le retour et limiter leur impact écologique. Et puis aussi un développement à l'international qui avait été un petit peu freiné par la crise sanitaire et qu'on reprend donc cette année. Voilà, donc avec plus de 5 millions de réparations gérées sur la plateforme. Merci beaucoup Vincent Torres. Je rappelle que vous êtes CEO de Reverse.io. Nicolas Gentil, vous restez avec nous. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Avec plaisir. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Et à
mes côtés, Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. On va parler des kidultes, les grands enfants donc, qui ont toujours l'âme d'un enfant, en fait, finalement. Nous sommes tous des kidultes aujourd'hui. On est tous un kidulte, potentiellement, oui. Alors, le chiffre de la semaine, Noémie, c'est 3, c'est x3 plus exactement. C'est la progression qui va donc 3 fois plus vite sur ce marché kidulte que sur le marché de l'enfant. Donc, c'est assez spectaculaire. Les kidultes, c'est comme vous le disiez un peu tout le monde. Il y a plutôt une cible un peu resserrée autour des 19-30 ans, mais effectivement, il n'y a pas d'âge pour jouer et on le voit. En 2022, il y a 30% du marché global du jouet qui est acheté par des adultes pour des adultes. Assez souvent pour eux-mêmes, d'ailleurs, c'est intéressant de le noter. C'est 1 milliard de chiffre d'affaires et cette part de chiffre d'affaires, elle augmente d'année après année. Comment on explique cette accélération ? Bon, il y a deux phénomènes. Le premier qui est assez mathématique, je dirais, c'est la baisse de la natalité. Donc, il faut bien trouver d'autres relais de croissance pour les fabricants. Et la deuxième, ce sont évidemment les confinements successifs 2020-2021 qui ont vu de nouveaux besoins, et notamment chez cette cible adulte, jeune adulte, mais pas que, le besoin de retrouver une certaine forme de communication avec leur famille, avec leurs amis quand ils ont pu les revoir, ou même les pulses, des choses comme ça qui ont explosé pendant cette période-là. Donc ce sont surtout les jeunes adultes, les 19-30 ans. Et comment les enseignes attirent-elles ces kidultes ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Qu'est-ce qu'ils achètent ? En fait, il y a 3 typologies vraiment. On a évoqué tout à l'heure avec l'invité la notion de nostalgie qui donc donne un gros coup d'accélérateur sur tout ce qui est jouets rétro. Encore une fois, les jouets rétro ne sont pas forcément des jouets des années 50, mais plutôt des jouets des années 2010 qui reviennent fortement. Donc les figurines, les jouets sous licence, Pokémon, Star Wars, Harry Potter, Marvel et tout ça. On est nostalgique en gros. Voilà, exactement, cette nostalgie. Le deuxième, c'est les jeux de société. Alors on a vu les Pulse, les jeux de cartes, les jeux de société qui sont en hausse de plus de 12% cette année. Et il faut savoir que dans les jeux de société, 1 jeu sur 6 est acheté, encore une fois, par des adultes pour des adultes. Et puis il y a aussi une petite dimension transgressive qui existe dans le jeu pour adultes. Un des gros best-of, c'est le Blanc Manger Coco, que vous connaissez peut-être, qui est un jeu d'apéro. C'est un jeu pour l'apéro, ça. C'est un jeu pour l'apéro, exactement, donc qui peut vite dévier, mais ça marche beaucoup. Plus de 3 millions d'exemplaires qui ont été écoulés de ce jeu. Est-ce qu'il y a une véritable opportunité marché derrière tout ça ? Oui, alors forcément, c'est une cible qui fonctionne à l'émotionnel, qui est donc plus enclin à travailler, à faire des achats compulsifs, et donc potentiellement dépenser des budgets plus conséquents. Et on a vu Lego qui, par exemple, a commercialisé une magnifique tour Eiffel de 1,40 m de haut, mais vendue quand même 620 €. Ah oui, ça fait cher le jouet quand même. C'est un beau jouet. Voilà, donc les kidultes qui souffrent des jeux 5 fois plus chers que les jouets pour enfants, nouvelle cible des enseignes de jouets. Merci infiniment Nicolas Gentil pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Vous pouvez également la réécouter en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.